Ah bah, depuis des générations, les chercheurs se posent la même question. Qui furent donc les premiers êtres humains à entrer en Amérique et d'où venaient-ils réellement? Pendant longtemps, la réponse semblait simple, mais parfois, une seule découverte suffit à ébranler tout un récit, et c'est exactement ce qui s'est produit dans une grotte aride du sud de l'Oregon. Imagine un instant des archéologues agenouillés dans la poussière d'une grotte ancestrale. Pas d'or, pas d'armes, pas de squelette, seulement une petite masse desséchée et insignifiante que la plupart des gens auraient probablement ignorée au premier regard. Pourtant, dans ce minuscule vestige humain vieux de plusieurs millénaires, se cachait quelque chose qui n'aurait jamais dû survivre. De l'ADN humain, plus de 14 000 ans d'âge, plus ancien que les pyramides, plus ancien que l'écriture, plus ancien que toutes les villes connues, tous les rois et tous les noms figurant dans les livres d'histoire. Et c'est précisément pour cette raison que cette découverte est si explosive. Car si cet ADN appartenait réellement à des humains vivant en Oregon avant la culture Clovis, alors l'histoire racontée dans les manuels scolaires n'était pas seulement incomplète, elle était fondamentalement erronée. Avant de descendre plus profondément dans cette grotte, abonne-toi à la chaîne si l'histoire cachée, l'archéologie et les grands mystères de l'humanité te passionnent, car ce qui va suivre n'est pas simplement une histoire de pierre, d'ossements et de poussière. C'est aussi l'histoire du temps qu'il faut parfois à la science pour admettre qu'elle s'est trompée. Pendant presque tout le XXe siècle, une explication semblait incontestable. Les premiers habitants de l'Amérique étaient les peuples Clovis. Leur nom provient d'un site situé au Nouveau-Mexique où des outils de pierre particuliers furent découverts dans les années 1930. Ces outils étaient tranchants, élégamment façonnés et immédiatement reconnaissables. Les plus célèbres étaient leurs pointes de lance cannelées conçues pour pénétrer profondément dans leur cible et probablement assez robustes pour chasser de grands animaux comme les mammouths. Pour les archéologues, ces pointes devinrent une sorte d'empreinte digitale. Là où l'on trouvait l'une d'elles, on supposait que des humains Clovis étaient passés par là, et comme aucune trace humaine plus ancienne n'était alors connue avec certitude, une histoire simple finit par s'imposer. Il y a environ 13 000 ans, de petits groupes de chasseurs venus d'Asie auraient traversé un pont terrestre vers l'Alaska. Ce territoire, appelé Béringie, était alors émergé parce qu'une immense quantité d'eau était emprisonnée dans les gigantesques calottes glaciaires. À partir de là, disait-on, ces populations auraient progressé vers le sud en empruntant un corridor libre de glace. Devant elles s'étendait un immense continent rempli de forêts, de rivières et d'animaux gigantesques. Puis elles se seraient rapidement dispersées à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Tout semblait cohérent, tout semblait logique, et pendant des décennies, cette version fut enseignée comme une certitude. Mais un problème apparut, et il ne commença pas avec une grande expédition archéologique. Il commença avec un terrier de marmottes. Notre histoire nous emmène en Pennsylvanie, loin des déserts de l'Oregon. Là, à quelques kilomètres au-dessus de la rivière Ohio, se trouve un abri sous roche qui protège les êtres humains de la pluie, du vent et du froid depuis des millénaires. Aujourd'hui, ce lieu est connu sous le nom de Meadowcroft de Rock Shelter. Dans les années 1950, un événement totalement inattendu s'y produisit. Un historien local remarqua un terrier de marmottes. Poussé par la curiosité, il y plongea la main et en retira plusieurs objets qui n'appartenaient manifestement pas aux couches superficielles du sol. Ces artefacts semblaient beaucoup plus anciens que tout ce que l'on s'attendait à trouver sur place. Au départ, presque personne ne leur accorda une attention particulière. Ce n'est que plusieurs années plus tard que des archéologues professionnels commencèrent à étudier le site. L'un d'eux s'appelait James Adovasio. En 1973, son équipe entreprit de retirer minutieusement les sédiments de l'abri rocheux, couche après couche. Chaque strate du sol ressemblait à une page d'un immense livre d'histoire. Plus les chercheurs creusaient profondément, plus ils remontaient loin dans le passé. Puis arrivèrent d'où les premières datations, les résultats firent sensation, les traces humaines les plus anciennes ne semblaient pas dater de 13 000 ans, ou certaines pourraient remonter à 16 000 voire 19 000 ans avant notre époque.
Si ces chiffres étaient exacts, un énorme problème apparaissait. Les habitants de Meadowcroft seraient alors plusieurs millénaires plus anciens que ceux que l'on considérait comme les premiers Américains. Lorsque les résultats furent publiés, la communauté scientifique réagit avec beaucoup de scepticisme. Les critiques d'Amma cherchèrent immédiatement des sources d'erreur. Peut-être que des dépôts de charbon avaient faussé les datations, peut-être que les eaux souterraines avaient modifié les échantillons, peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu. Pourtant, malgré toutes ces objections, Meadowcroft demeurait, les données ne disparaissaient pas, les artefacts ne disparaissaient pas. Et peu à peu, une idée inconfortable commença à germer dans l'esprit de nombreux chercheurs. Et si les humains étaient réellement arrivés en Amérique bien plus tôt qu'on ne le pensait? Pendant que les scientifiques débattaient pendant des années de la signification de Meadowcroft, peu remarquèrent qu'une découverte encore plus spectaculaire se préparait déjà à l'autre extrémité du continent. À plus de 3000 km vers l'ouest, dans les hauts déserts arides de l'Oregon, se trouvent les grottes de Paisley. À première vue, elles paraissent banales, un sol pauvre, un air poussiéreux, des étendues infinies d'armoises, un endroit où presque rien ne pousse et où encore moins de choses disparaissent. C'est précisément cette sécheresse qui a transformé ces grottes en une archive exceptionnelle du passé. Pendant des millénaires, des vestiges d'organique y sont restés préservés. Des éléments qui auraient donc disparu ailleurs reposaient encore dans la poussière. Lorsque les archéologues commencèrent à étudier les sédiments de plus près, ils ignoraient qu'ils étaient sur le point de faire une découverte capable de bouleverser profondément le débat sur le peuplement de l'Amérique. Imagine-toi debout dans l'une de ces grottes. L'air est frais et presque immobile. Chaque pas soulève un nuage de poussière fine. Sous tes pieds reposent des couches de terre que personne n'a touchées depuis d'innombrables générations. Quelque part dans cette poussière se trouvait un petit objet insignifiant. Pas un outil, pas un bijou, pas une arme, mais des excréments humains fossilisés. Normalement, une telle découverte ne ferait jamais la une des journaux, mais cette fois, tout était différent, car à l'intérieur subsistaient de minuscules traces de cellules humaines, et ces cellules contenaient aussi quelque chose que les archéologues parviennent rarement à récupérer dans un passé aussi lointain, des informations génétiques. Lorsque les chercheurs analysèrent l'ADN mitochondrial, ils obtinrent un résultat qui allait avoir des conséquences considérables. L'étude fut menée avec une prudence extrême. Les scientifiques savaient qu'une découverte de cette nature susciterait immédiatement le doute. C'est pourquoi chaque échantillon fut contrôlé à plusieurs reprises, documenté avec précision et vérifié indépendamment. Lorsque les données génétiques furent finalement analysées, quelque chose de remarquable apparut. L'ADN n'appartenait pas à un groupe humain inconnu disparu depuis longtemps. Il correspondait à des lignées génétiques que l'on retrouve également chez les peuples autochtones des Amériques. L'ADN n'appartenait pas à un groupe humain inconnu disparu depuis longtemps. Il correspondait à des lignées génétiques que l'on retrouve également chez les peuples autochtones des Amériques. Plus précisément, il s'agissait d'haplogroupes considérés comme des lignées fondatrices majeures des populations amérindiennes. Cela signifiait que les personnes qui avaient utilisé cette grotte il y a plus de 14 000 ans n'étaient pas une population isolée et sans descendance. Elles étaient directement liées aux ancêtres de nombreuses communautés autochtones vivant aujourd'hui sur le continent américain. Mais la véritable surprise vint avec la datation. Grâce à une technique moderne appelée spectrométrie de masse par accélérateur, l'âge put être mesuré directement sur les restes organiques eux-mêmes. Les chercheurs n'avaient pas besoin de s'appuyer sur des objets voisins ou sur des hypothèses concernant les couches de sédiments. Le carbone contenu dans l'échantillon donnait lui-même la réponse. Le résultat indiquait un âge supérieur à 14 000 ans. Pour comprendre à quel point cette période est reculée, il faut imaginer le monde de cette époque. Jéricho, l'une des plus anciennes villes connues de l'humanité, n'existait pas encore. Les premiers systèmes d'écriture se trouvaient encore à plusieurs millénaires dans le futur. Même les plus anciens monuments des grandes civilisations historiques étaient encore inimaginablement lointains. Et pourtant, des êtres humains vivaient déjà en Oregon. En un instant, le récit traditionnel de Clovis vacilla davantage encore, car si des hommes étaient déjà présents il y a plus de 14 000 ans, alors les peuples Clovis ne pouvaient pas être les premiers habitants du continent, mais cette découverte n'était pas encore la fin de l'histoire. En réalité, une surprise peut-être encore plus grande attendait les chercheurs à seulement quelques dizaines de kilomètres de là. À environ 70 miles des grottes de Paisley se trouve un autre site longtemps ignoré
ignoré. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de Rimrock Draw Rock Shelter. Les fouilles y commencèrent en 2011 sous la direction de Patrick O'Grady de l'Université de l'Oregon. Contrairement aux grottes de Paisley, les chercheurs n'y trouvèrent pas d'ADN humain. Mais ce qu'ils découvrirent était impressionnant d'une autre manière. Des outils, des ossements animaux et quelque chose qui allait servir d'horloge naturelle de l'histoire de la Terre. Au milieu des sédiments se trouvait une fine couche claire de cendres volcaniques. Les scientifiques purent l'associer avec certitude à une éruption du mont St. Helens. Cette éruption s'était produite il y a environ 15 500 ans. Cette couche de cendres fonctionnait comme une ligne tracée sur une échelle du temps. Tout ce qui se trouvait au-dessus devait être plus récent. Tout ce qui se trouvait en dessous devait être plus ancien. Sans le savoir, un volcan avait laissé derrière lui un marqueur chronologique parfait, et c'est précisément sous cette couche que commencèrent les découvertes les plus fascinantes. Les chercheurs mirent au jour de nombreux fragments d'émilles appartenant à des animaux aujourd'hui disparus. Parmi eux se trouvaient les restes d'un chameau de l'ère glaciaire et d'un ancien bison. Ces créatures dont parcouraient autrefois l'Amérique du Nord bien avant l'apparition du monde moderne. Puis, les archéologues tombèrent sur un objet qui semblait d'abord insignifiant, un outil taillé dans une calcédoine orangée. Mais lorsqu'ils l'examinèrent donc plus attentivement, ils constatèrent qu'il possédait plusieurs zones de travail différentes. Un bord servait à couper, un autre à racler, une troisième partie présentait des traces d'usure indiquant des années d'utilisation. Plus tard, Patrick O'Grady le compara à un couteau suisse préhistorique, un seul outil, fabriqué par des mains humaines, utilisé pendant des années, puis abandonné un jour sur le sol d'une grotte. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que cet objet contribuerait à réécrire l'histoire des premiers Américains. L'importance réelle de cet outil ne devint évidente que lorsque les chercheurs étudièrent précisément sa position dans le sol. L'artefact se trouvait sous les couches contenant les restes des animaux disparus. Une conclusion simple mais lourde de conséquences s'imposa alors. Si les ossements étaient déjà très anciens, l'outil devait être encore plus ancien. Les scientifiques firent en dater indépendamment les restes animaux. Les résultats provoquèrent une nouvelle vague de discussions. Plusieurs échantillons indiquaient un âge compris entre 20 et 22 000 ans. Ces chiffres étaient difficiles à accepter. À cette époque, la Terre se trouvait au cœur de la dernière période glaciaire. D'immenses glaciers recouvraient une grande partie de l'Amérique du Nord. Le Canada était enfoui sous des masses gigantesques de glace. Le fameux corridor libre de glace, considéré par la théorie traditionnelle de Clovis comme la principale voie d'accès vers le sud, n'existait probablement même pas encore. Et pourtant, quelqu'un semblait déjà vivre en Oregon, quelqu'un fabriquait des outils, quelqu'un découpait des animaux, quelqu'un laissait derrière lui des traces. Patrick O'Grady expliqua plus tard avec quelle prudence son équipe traitait ces résultats. Personne ne souhaitait tirer des conclusions hâtives. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, mais le problème était que les données continuaient à pointer dans la même direction. La situation devint encore plus intrigante lorsque des spécialistes examinèrent plus attentivement la forme des outils. Ils ne ressemblaient absolument pas aux célèbres pointes Clovis. Ils appartenaient à une tradition technologique différente connue sous le nom de Western Stemmed Tradition. Ces pointes étaient pointes et plus fines. Leur base avait une forme différente, leur fabrication reposait sur des techniques distinctes de celles d'associées à la culture Clovis. Pour un observateur non spécialiste, ces différences peuvent sembler mineures. Pour les archéologues, elles sont immenses car les outils racontent des histoires. Ils révèlent la manière dont les êtres humains pensaient, dans les techniques qu'ils maîtrisaient, les traditions qu'ils transmettaient de génération en génération. Et les outils de Rimrock Draw racontaient une histoire qui ne correspondait pas au récit classique de Clovis. Si ces personnes vivaient réellement là il y a plus de 20 000 ans, elles ne pouvaient pas descendre d'une culture censée apparaître plusieurs millénaires plus tard. Soudain, une nouvelle question surgit. Qui étaient ces gens? D'où venaient-ils? Et surtout, comment étaient-ils arrivés en Amérique? Alors que les chercheurs tentaient de répondre à ces interrogations, une nouvelle découverte se profilait déjà à l'horizon. Cette fois, la piste ne menait pas à une grotte. Elle conduisait à une immense étendue de sable blanc paraissant infinie. En
2009, des scientifiques remarquèrent d'étranges dépressions dans le sol de ce qui est aujourd'hui le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique. À première vue, elles semblaient banales. Le parc est célèbre pour ses gigantesques dunes blanches qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Le paysage paraît presque irréel, comme la surface d'un autre monde. Mais sous cette apparente tranquillité se cachait quelque chose de profondément humain, quelque chose qui compte parmi les traces les plus personnelles qu'un être humain puisse laisser derrière lui, des empreintes de pas des outils, pas des os, pas des foyers, des pas humains, les marques directes de personnes ayant réellement marché sur ce sol. Lorsque les chercheurs dégagèrent donc délicatement les sédiments, de nouvelles empreintes apparurent, puis d'autres encore. Au total, 61 empreintes individuelles furent identifiées. On distinguait les orteils, la voûte plantaire, le talon, même de légers glissements produits lorsqu'une personne déplaçait son poids en marchant. Pendant un instant, le passé semblait devenir tangible, car se tenir devant ces traces procure une sensation différente de celle ressentie face à un simple objet archéologique. On regarde l'empreinte laissée par un être humain réel, peut-être un enfant, peut-être une mère, peut-être un chasseur, quelqu'un qui marchait au bord d'un lac il y a un temps presque inimaginable et qui n'aurait jamais pu deviner que ces pas déclencheraient un jour un débat mondial. Puis vint la question décisive: quel âge avaient réellement ces empreintes? La réponse allait une nouvelle fois bouleverser tout le débat sur le peuplement de l'Amérique. Les premières datations des empreintes de White Sands furent publiées et provoquèrent immédiatement un immense retentissement. Les chercheurs avaient analysé des graines d'une plante aquatique découverte dans les mêmes couches sédimentaires que les traces humaines. Le résultat fut stupéfiant. Les empreintes semblaient se dater d'environ 21 à 23 000 ans. Si ces chiffres étaient exacts, les conséquences étaient considérables. Cela signifierait que des êtres humains parcouraient d'au moins déjà l'Amérique du Nord au plus fort de la dernière période glaciaire, à une époque où de nombreux modèles traditionnels considéraient encore une grande partie du continent comme pratiquement inaccessible aux populations humaines. Les réactions ne tardèrent pas. Les critiques affirmèrent que les graines étudiées avaient peut-être absorbé du carbone provenant d'anciennes sources d'eau. Dans ce cas, les datations auraient pu apparaître artificiellement plus anciennes qu'elles ne l'étaient réellement. C'était un scénario déjà bien connu. Chaque fois que des résultats particulièrement anciens faisaient surface, le même débat recommençait. Mais cette fois, les chercheurs décidèrent d'aller plus loin. Ils entreprirent de recueillir davantage de preuves. Ils analysèrent notamment le pollen retrouvé dans les mêmes couches. Contrairement aux plantes aquatiques, le pollen n'est pas exposé au même risque de contamination. Les résultats furent presque identiques. Une nouvelle fois, les âges obtenus se situaient entre 21 et 23 000 ans. Par la suite, d'autres analyses furent réalisées. Différents matériaux organiques furent étudiés indépendamment les uns des autres. Et encore une fois, les résultats convergeaient vers la même période. Plus les données s'accumulaient, plus il devenait difficile d'expliquer ces empreintes sans accepter l'idée d'une présence humaine très ancienne en Amérique. Mais la véritable force de cette découverte ne résidait pas uniquement dans les chiffres. Elle se trouvait dans les empreintes elles-mêmes, car contrairement aux outils ou aux ossements, des traces de pas sont extrêmement difficiles à mal interpréter. Un outil de pierre peut parfois être confondu avec une formation naturelle. Un os peut être modifié par l'érosion ou d'autres processus géologiques, mais une empreinte humaine reste une empreinte humaine et ces traces racontaient encore une autre histoire. À côté des empreintes humaines, les chercheurs découvrirent également celles de gigantesques animaux, des mammouths colombiens, d'immenses paresseux terrestres, d'autres représentants de la mégafaune glaciaire aujourd'hui disparue. Les humains et les géants avaient fréquenté les mêmes rives, ils avaient foulé le même sol, parfois peut-être à seulement quelques heures d'intervalle. Lorsque l'on tente d'imaginer cette scène, elle paraît presque irréelle. Une famille avance le long d'un lac, au loin, des mammouths traversent la plaine, le vent soulève la poussière, et personne ne peut imaginer que ces pas resteront visibles pendant des dizaines de milliers d'années.
Pour de nombreux chercheurs, White Sands représentait déjà l'un des indices les plus convaincants, montrant que l'histoire du peuplement de l'Amérique était bien plus ancienne qu'on ne l'avait cru. Mais une découverte encore plus controversée allait bientôt faire son apparition. Une découverte si dérangeante que certains scientifiques préfèrent encore aujourd'hui l'éviter. L'histoire commença de la manière la plus banale qui soit, pas dans une grotte, pas dans un désert, pas lors d'une grande expédition archéologique, mais sur un chantier de construction dans le sud de la Californie. Des ouvriers effectuaient des travaux de terrassement ordinaire lorsqu'une machine heurta soudain quelque chose de dur. Les travaux furent interrompus, des paléontologues furent appelés sur place, et tandis qu'ils dégageaient soigneusement la zone, il devint évident que les ouvriers venaient de mettre au jour les restes d'un mastodonte. Les mastodontes ressemblaient à des éléphants, mais appartenaient à une lignée distincte qui s'éteignit à la fin de l'ère glaciaire. De telles découvertes n'étaient pas exceptionnelles, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Lorsque les chercheurs examinèrent les os plus attentivement, ils remarquèrent des fractures inhabituelles. Ces cassures ne semblaient pas aléatoires. Au contraire, elles rappelaient celles observées sur des os volontairement brisés, et c'est à cet instant que commença l'un des débats les plus controversés de l'archéologie moderne. Pendant des années, les scientifiques étudièrent les restes du mastodonte. Un détail attirait constamment leur attention. De nombreux os présentaient ce que les spécialistes appellent des fractures en spirale. Ces fractures apparaissent généralement lorsqu'un os est encore frais et contient toujours de la moelle à l'intérieur. Lorsqu'un os frais est frappé avec suffisamment de force, il se brise selon des schémas caractéristiques qui diffèrent nettement des fractures causées par la pression naturelle ou l'altération du temps. C'est précisément ce type de traces que les chercheurs pensaient observer. La situation devint encore plus intrigante lorsque plusieurs grosses pierres furent découvertes à proximité immédiate. Ces pierres étaient lourdes, arrondies et portaient des marques que certains spécialistes interprétèrent comme des traces d'utilisation. Selon eux, elles auraient pu servir de marteau et d'enclume préhistorique. L'hypothèse était spectaculaire. Quelqu'un aurait pu dépecer ce mastodonte, quelqu'un aurait pu fracasser les os afin d'en extraire la moelle nutritive, quelqu'un aurait pu se tenir à cet endroit il y a un temps presque inimaginable. Puis vint la datation. Les chercheurs utilisèrent la méthode uranium-thorium, une technique employée pour les vestiges extrêmement anciens. Les résultats firent le tour du monde. Les os semblaient âgés d'environ 130 000 ans. 130 000 ans. Cette seule valeur paraît presque irréelle. Elle se situe bien au-delà des périodes généralement admises pour le peuplement de l'Amérique. Elle appartient même à une époque où notre propre espèce, Homo sapiens, ne s'était pas encore répandue sur une grande partie de la planète. Lorsque les résultats furent publiés, la communauté scientifique se divisa. Certains chercheurs y virent un possible indice indiquant qu'une forme humaine encore inconnue aurait pu atteindre l'Amérique bien plus tôt que prévu. D'autres rejetèrent catégoriquement cette interprétation. Selon eux, des processus naturels pouvaient expliquer les fractures observées. Peut-être que les pierres n'étaient pas des outils, peut-être que les os avaient été mal interprétés, peut-être qu'une autre explication existait. À ce jour, le débat reste ouvert, mais indépendamment de son issue, cette découverte révélait jusqu'où la discussion avait évolué. Quelques décennies plus tôt, les chercheurs débattaient encore pour savoir si les premiers habitants de l'Amérique étaient arrivés il y a 13 000 ou 16 000 ans. À présent, certains évoquaient des périodes dépassant 100 000 ans. Les limites de ce qui semblait possible s'étaient considérablement élargies, et c'est à ce moment qu'apparut une nouvelle question fondamentale. Si le peuplement de l'Amérique était réellement beaucoup plus ancien qu'on ne l'avait cru, d'où venaient donc ces populations ? Pendant des générations, la réponse semblait évidente. De Sibérie, les humains auraient traversé un pont terrestre avant de progresser vers le sud. Cette idée domina les manuels scolaires, les documentaires et les travaux scientifiques pendant des décennies, mais de nouvelles recherches commencèrent à dessiner un tableau beaucoup plus complexe. Peut-être que le pont terrestre n'était pas la seule voie d'accès, peut-être n'était-il même pas la plus importante, peut-être que certains groupes avaient atteint l'Amérique par un itinéraire auquel peu de chercheurs
avaient longtemps accordé du crédit. Par la mer, à première vue, cette hypothèse paraît surprenante. Lorsque nous imaginons les populations de l'ère glaciaire, nous pensons souvent à de petits groupes de chasseurs traversant à pied des paysages gelés. Pourtant, plusieurs découvertes archéologiques réalisées ailleurs dans le monde suggèrent que nos ancêtres étaient peut-être de bien meilleurs navigateurs que nous ne l'avions imaginé. L'un des exemples les plus fascinants provient de l'île de Crète en Méditerranée. Pendant des millions d'années, la Crète est restée séparée du continent. Quiconque y est arrivé a nécessairement dû traverser la mer. Et c'est précisément là que des chercheurs ont découvert des outils de pierre remarquablement anciens. Certaines datations laissent penser que des humains ou des ancêtres humains étaient capables de franchir des étendues d'eau au libre il y a déjà des centaines de milliers d'années. Cette constatation transforma profondément le débat, car si les premiers humains maîtrisaient déjà des formes de navigation très anciennes, alors l'idée d'un peuplement côtier de l'Amérique devenait soudain beaucoup plus crédible. Et c'est précisément ici que commence peut-être la partie la plus fascinante de toute cette histoire. Au départ, cette idée paraissait presque radicale. Et si tous les premiers habitants de l'Amérique n'étaient pas arrivés à pied, et si certains groupes avaient plutôt suivi les côtes, progressant lentement à bord d'embarcations simples le long du Pacifique, pendant longtemps, cette possibilité fut largement ignorée, mais à mesure que de nouvelles découvertes apparaissaient, elle gagnait en crédibilité. Les chercheurs commencèrent à comprendre que les littoraux de l'époque glaciaire ne ressemblaient en rien à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Le niveau des océans était beaucoup plus bas. D'immenses portions de terre aujourd'hui englouties formaient alors de vastes plaines côtières. Ces régions offraient une abondance exceptionnelle de nourriture, des poissons, des coquillages, des mammifères marins, des oiseaux de mer, des algues. Pour de petits groupes humains, ces ressources auraient constitué une route d'approvisionnement presque ininterrompue. C'est de cette réflexion qu'est née l'hypothèse connue sous le nom de Kelp Highway, l'autoroute du Varech. Son nom provient des gigantesques forêts de kelp qui bordent les côtes du Pacifique. Ces écosystèmes sous-marins comptent parmi les plus productifs de la planète. Selon cette théorie, les premiers voyageurs auraient pu progresser le long de ces zones côtières sans jamais s'aventurer profondément à l'intérieur des terres. Ils auraient trouvé de la nourriture, établi des campements, puis poursuivi leur route, pas au cours d'une seule grande migration, mais progressivement, génération après génération, baie après baie, côte après côte. Cette hypothèse attira encore davantage l'attention lorsque les analyses génétiques commencèrent à révéler de nouveaux indices. Certaines lignées d'ADN mitochondrial montraient des liens étroits avec des populations du nord-est de l'Asie. Pour plusieurs chercheurs, ces schémas génétiques suggéraient l'existence de plusieurs vagues migratoires distinctes, non pas un seul déplacement, non pas une seule population fondatrice, mais un réseau complexe de migrations étalées sur des milliers d'années. Et il est important de comprendre un point essentiel. La recherche moderne ne considère plus que l'histoire du peuplement de l'Amérique puisse être réduite à un seul événement. La réalité semble avoir été bien plus complexe. Les populations se déplaçaient, elles se mélangeaient, elles se séparaient. De nouveaux groupes arrivaient, tandis que d'autres poursuivaient leur expansion. L'histoire des premiers Américains ne commence probablement pas avec une seule migration. Elle commence avec de nombreuses migrations, de nombreux voyages, de nombreuses générations. Et à mesure que les données archéologiques s'accumulent, cette image devient de plus en plus nette. L'ADN découvert dans les grottes de Paisley, les résultats controversés mais fascinants de Meadowcroft, les outils de Rimrock Draw,